je crois qu'on est bon. Du coup, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents dans cette salle. On est aujourd'hui accompagné par notre partenaire Pure Projet pour vous parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur chez Nespresso France, qui est notre programme d'agroforesterie en in-setting et qui nous permet de vous offrir un café neutre en carbone. Donc la phrase paraît un peu simple comme ça, mais on va essayer de vous expliquer toutes les étapes qui nous ont permis d'arriver jusque-là. Du coup, je me présente, je suis Clémence Nutini et je suis responsable développement durable de Nespresso France. Et je suis accompagnée par Pure Projet et Kelly. Bonjour à tous, moi c'est Kelly et je suis chargée de programme agroalimentaire chez Pure Projet, spécialisée dans le secteur du café. Alors du coup, aujourd'hui, je voulais commencer par quelque chose d'assez traditionnel, mais en fait, la majorité d'entre vous, vous connaissez notre marque. Mais pas forcément l'entreprise qu'il y a derrière. Et il y a des choses qui peuvent un peu surprendre, notamment notre âge, parce qu'on a été créé en 1986, donc on est assez jeune quand même. Et nos 3 centres de production pour tout le marché mondial, les 3 centres de production sont tous situés dans la campagne suisse. Parce qu'on est un groupe suisse, et donc les 3 centres sont situés en Suisse. Et là aussi, des fois, ça surprend un peu. Si on revient en France, on est implanté un peu partout sur le territoire, un peu partout en France. On a à date 47 boutiques et 1400 collaborateurs. Et là, je précise entre parenthèses qu'on a 60% de femmes chez nous. J'en profite parce que c'est moi qui suis au micro, donc je peux le dire. Et 60% de managers, donc je tiens à le préciser. Donc, notre activité, en fait, on est torréfacteur de café de haute qualité. Et on ne le sait pas toujours, mais le café, c'est un arbuste forestier, donc, qui est produit dans les forêts, et uniquement sur la bande tropicale. Donc c'est vraiment un arbre qu'on ne retrouve que dans ces pays tropicaux, en altitude. Et là, vous allez commencer à comprendre pourquoi il est aussi soumis au dérèglement climatique et pourquoi c'est une ressource fragile. Donc nous, on va aller se sourcer uniquement sur des cafés qu'on appelle des cafés gourmets, des cafés de spécialité, des fois on entend ce terme-là. Ce sont des cafés en fait qui ont des caractéristiques et de qualité. Donc ça va être par exemple la taille du grain, la couleur, la forme. Et on va rechercher du coup ces critères de qualité, de haute qualité du café, mais aussi chez Nespresso des profils aromatiques et des qualités organoleptiques très particulières. Donc on se source du coup sur des zones et des terroirs bien particuliers. Des fois on fait le parallèle avec le vin, ça nous parle un peu plus en France, mais c'est un peu le même principe. Donc on va aller chercher vraiment des terroirs sur lesquels on va aller trouver ces profils-là. Donc à date, on s'approvisionne dans 15 pays et auprès de 110 000 caféiculteurs, tous indépendants et partenaires de Nespresso. Donc vous le voyez sur la carte, du coup, le café, ça pousse pas partout. Et très rapidement, chez Nespresso, on a vu, ils ont fait un travail très très simple de se dire ok, le café, ça pousse que dans ces zones-là. C'est un arbre forestier et du coup, cette ressource, elle est fragile. Les experts disent depuis un moment que 50% des surfaces sur lesquelles on peut faire pousser du café vont disparaître d'ici 2050. Donc d'ici 2050, 50% de moins de surfaces sur lesquelles on peut cultiver le café. Et en parallèle, peut-être que vous aussi, mais on a de plus en plus de buveurs de café. Et donc la demande s'accroît. Et donc chez Nespresso, le travail il a été simple, de se dire on croise la courbe de la demande, la courbe des approvisionnements, et il va y avoir un problème très rapidement. Donc en fait, très vite, chez Nespresso, on s'est posé la question de comment sécuriser nos approvisionnements. Et on s'est fait accompagner par l'ONG Rainforest Alliance, donc c'est la petite grenouille pour ceux qui reconnaissent le logo, pour travailler avec nous sur des pratiques durables, parce que pour cultiver un café de qualité, en fait, il n'y a pas le choix, il faut avoir des pratiques agricoles durables. Donc on a travaillé avec Rainforest Alliance et en 2003, on a lancé notre programme AAA pour une qualité durable, qui est en fait à la base... Il faut bien le comprendre, c'est un programme business, c'est cœur business chez nous, c'est pour ça que c'est autant intégré à notre ADN chez Nespresso, parce qu'en fait, si on ne préserve pas les écosystèmes, si on ne préserve pas les caféiculteurs, en fait, on n'aura juste plus de café de la qualité qu'on cherche. Donc c'était vraiment une question de business chez nous.
Et sur ce programme-là, Rainforest et Nespresso, on travaille sur 3 axes, qualité, productivité et durabilité. En fait, on va aller vraiment travailler sur tout ce qui est préservation des écosystèmes. Donc bien sûr, on va avoir un programme où on va travailler sur le retour de la biodiversité, sur la qualité de l'eau. On va aller former les caféiculteurs. Donc on a 400 agronomes qui sont sur le terrain, qui accompagnent les caféiculteurs quasi au quotidien en fait, pour les former, les accompagner, donc ils sont audités. Par exemple, une pratique qui va amener plus de rendement aux caféiculteurs, c'est de couper les caféiers. Et ça, la majorité du temps, en fait, les caféiculteurs, quand on va sur le terrain, ils ne le savaient pas parce que ce sont ils ont des fermes de café qu'ils ont souvent de génération en génération, et ça fait partie des pratiques agricoles durables qu'ils ne connaissaient pas. Donc ça fait partie de notre travail avec eux, d'aller les accompagner, les former. Ça va être aussi la gestion de leur ferme, en fait, pour qu'ils aient une meilleure aussi résilience de la ferme du point de vue global. Dans ce programme-là aussi, je vous l'ai dit, c'est préserver les écosystèmes, mais aussi les hommes, parce qu'on peut avoir préservé tous les écosystèmes des fermes, mais si on n'a plus de fermiers pour cultiver le café, on aura aussi le même problème. Donc pour nous, les deux ne vont pas l'un sans l'autre, et c'était essentiel de travailler aussi sur une meilleure résilience pour les caféiculteurs. Donc on va, par exemple, aller payer le café 30 à 40% plus cher que le prix du marché, pour amener aussi des revenus complémentaires et, encore une fois, une résilience des fermes qui est importante. Il y a un enjeu aussi derrière, alors on le comprend en France, mais c'est la majorité des caféiculteurs, ils ont plus de 50 ans. Et on a aussi besoin d'avoir les générations futures qui se disent « oui, il y a un avenir dans la caféiculture, oui, je peux vivre correctement de cette culture-là, et je vais reprendre la ferme de mes parents ». Donc on a aussi ces problématiques en France, mais là-bas, c'est souvent mis en exergue. Donc voilà, il y a tout ce travail qui est complet sur le terroir et avec les caféiculteurs. Donc ça a été vraiment notre programme d'approvisionnement. Quand on l'a lancé en 2003, ça l'est toujours. On travaille toujours de la même manière avec Rainforest et l'ensemble des caféiculteurs. Et on a une relation vraiment de long terme avec ces caféiculteurs qui sont indépendants. Ils n'ont pas de contrat d'exclusivité avec nous. Et cette relation-là, vraiment personnelle et de long terme avec eux, de confiance, elle est hyper importante. Vous allez le comprendre pourquoi par la suite. Donc vous l'avez compris, le café est une ressource qui est en danger et on doit travailler sur tout cet écosystème-là. Et donc on est parti de cette problématique business et en fait très naturellement, forcément c'est une ressource qui est soumise au dérèglement climatique, donc la question du climat est arrivée très naturellement. Et en fait, on a souhaité avoir une stratégie climat qui était complète, tout du moins on essaye, et donc de travailler tout d'abord sur la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc en 2009, Nespresso a débuté une politique volontariste de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, par exemple, on a travaillé sur l'efficacité énergétique des machines, sur l'approvisionnement en énergie renouvelable des usines, sur de nos boutiques aussi, sur le recyclage, bien sûr. Donc voilà, on a mis en place beaucoup de plans d'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, qu'on continue, bien sûr. À date, on a réduit de 23% l'impact carbone d'une tasse de café. Et donc ça, c'est quelque chose qui est toujours en cours. Et puis, en 2013, on a souhaité aller un cran plus loin chez Nespresso pour compenser les émissions résiduelles sur nos opérations. Donc on a commencé à faire ça, donc avec cette idée d'avoir cette politique et cette stratégie climat complète, d'abord réduction, et travailler ensuite sur la compensation. Donc en 2013, on a compensé les opérations au niveau international, et au niveau du marché français, donc Nespresso France, en 2015, a souhaité aller encore un cran plus loin pour proposer un café neutre en carbone sur le marché français, et donc de pouvoir vraiment compenser l'ensemble de nos émissions résiduelles. Là-dessus, on s'est basé sur un calcul que vous connaissez certainement, c'est l'analyse de cycle de vie. Donc nous, on l'a fait sur la tasse de café, c'est plus cohérent pour nous. Et du coup, c'est un cabinet, donc Cantis pour ceux qui le connaissent, qui a calculé l'analyse de cycle de vie de la tasse de café.
sur base d'un référentiel qui a été qui a été piloté par l'ADEME, l'AFNOR et le Syndicat français du café. Et donc, c'est disponible sur Internet, hein, sur notre site si ça vous intéresse. Et avec ce calcul-là, sur base de ce référentiel du Syndicat français du café, ADEME et AFNOR, on a pu calculer l'analyse de cycle de vie complète de la tasse de café. Et donc, on a eu une empreinte des cafés consommés en France pour Nespresso. Et donc, à partir de ça, on est allé voir l'acteur qui était pionnier et référent sur ce sujet-là, sur la partie compensation en agroforesterie. En fait, dans le programme AAA, on avait déjà expérimenté l'agroforesterie, on avait déjà vu qu'il y avait énormément de bénéfices, la plantation d'arbres, sur la qualité du café, sur vraiment beaucoup de choses, et je laisserai Kelly vous l'expliquer. Et donc, nous, on a cherché à les compenser en insetting parce que ça avait du sens pour nous, parce qu'il y a énormément de co-bénéfices pour le café. Du coup, on est allé voir Pur Projet avec un brief qui était super simple, de leur dire, on a cette empreinte, dites-nous combien d'arbres il faut planter, dites-nous où il faut le planter, dans quel pays, et dites-nous comment on fait. Donc le brief, il était super simple. Et à partir de là, Pur Projet nous a accompagnés pour mener tous ces programmes d'agroforesterie. Et je vais laisser du coup Kelly vous expliquer après toutes les étapes pour ces programmes. Merci Clémence. Avant de vous parler plus en détail de tout ce que c'est que l'insetting et l'agroforesterie pour Nespresso, j'avais quelques chiffres et quelques données à vous partager sur Pur Projet. Pur Projet, notre métier, c'est vraiment l'agriculture et les milieux naturels. Depuis plus de 12 ans, on est spécialisé dans l'opération de projets communautaires que l'on opère à l'intérieur même des chaînes d'approvisionnement des entreprises avec lesquelles on travaille, donc dans des chaînes d'approvisionnement agricoles. Pourquoi on travaille sur l'agriculture ? Parce que tout simplement, vous devez le savoir, l'agriculture, c'est un des énormes contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc travailler sur ce secteur-là, c'est répondre à la réduction des gaz à effet de serre au niveau mondial. Et c'est aussi travailler sur ce qu'on appelle les solutions basées sur la nature, sur la restauration des écosystèmes. Donc parmi les différents projets que l'on développe, on développe entre autres des projets d'agroforesterie et de reforestation comme celui que l'on a avec Nespresso. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment planter des arbres en association avec une culture principale dans une parcelle ou autour de cette parcelle. Donc dans le cas de Nespresso, on travaille sur le café et on vient planter ces arbres avec les caféiculteurs de Nespresso sur leur parcelle et autour au niveau du bassin versant. Et donc, dans certains cas, sur nos projets, on va aller jusqu'à la certification carbone. Et c'est dans ce cas-là que l'entreprise avec laquelle on travaille se place dans une démarche de compensation, comme c'est le cas avec Nespresso. Et c'est là qu'on parle du coup d'insetting, en opposition à ce qu'on connaît aussi qui est l'offsetting, parce que l'entreprise va venir investir directement dans sa chaîne d'approvisionnement sur les milieux naturels desquels elle dépend, avec les producteurs qui sont au tout début de sa chaîne d'approvisionnement, pour opérer ces projets de séquestration carbone ou de réduction de gaz à effet de serre. Et du coup, le fait de travailler de cette manière-là, ça permet, comme le disait Clémence, d'avoir toute une série de bénéfices qui vont au-delà de la simple séquestration carbone, et ça permet de créer une chaîne d'approvisionnement qui est plus responsable et plus durable. Donc du coup, vous comprenez que la chaîne d'approvisionnement, c'est la clé d'un programme d'insetting. La connaissance de ces producteurs, c'est la clé d'un programme d'insetting. Donc quand on a commencé à travailler avec Nespresso, comme l'a dit Clémence, on avait déjà une bonne base. On avait le programme AAA qui était en cours depuis plus de 10 ans. Et donc on avait cette connaissance des producteurs, cette connaissance des enjeux de la filière. Et donc on avait une base pour savoir comment on pouvait aller plus loin. Donc l'agroforesterie, c'était le niveau d'après le programme AAA. Et on a, du coup, depuis 2015, avec Nespresso France, on opère dans 4 pays différents des projets de reforestation. On a planté plus de 3 millions d'arbres avec ces caféiculteurs Nespresso, et ils sont à peu près 8000 à avoir été impliqués dans le programme jusqu'à maintenant. Donc du coup, l'idée, c'est que je vous montre un peu, finalement, comment on a développé tout ça avec Nespresso. Donc on le disait, les projets, c'est des projets de plantation d'arbres avec les caféiculteurs. La clé, avant tout, c'est les communautés agricoles. C'est des projets qui sont participatifs. Vous le voyez sur les différentes étapes ici, les communautés sont consultées à tout moment. C'est les premiers bénéficiaires de nos programmes d'insetting. Et donc, c'est nécessaire d'écouter leurs besoins, d'écouter leurs enjeux avant de faire quoi que ce soit.
Et donc, pour développer un programme d'insetting, il y a 2 étapes. Il y a l'étape amont de diagnostic général, donc c'est ce que vous voyez en haut de la slide ici. Et ensuite, il y a, une fois qu'on a validé un projet, quelles sont les étapes que l'on met en œuvre au niveau d'un projet pour lancer justement ces activités d'agroforesterie. Donc en amont, qu'est-ce qu'on a fait? C'est un diagnostic complet de la filière Nespresso. Dans le cadre d'une autre entreprise, on aurait dû diagnostiquer en plus les différentes filières dont l'entreprise dépend. Dans le cas des entreprises cosmétiques, il y a énormément de matières premières agricoles. Mais dans le cas de Nespresso, on savait forcément qu'on allait travailler sur le café. Mais il y a quand même, comme l'a dit Clémence, une quinzaine de pays d'approvisionnement. Donc on ne pouvait pas faire ces projets dans tous les pays de Nespresso. Donc il a fallu prioriser les pays pour l'action. On a donc travaillé avec eux à comprendre les enjeux dans les différents pays, leur présence, les enjeux stratégiques pour Nespresso. Et ensuite, on a également fait des études de faisabilité terrain sur les pays qu'on avait priorisés. Ces études de faisabilité, elles permettent de diagnostiquer la pertinence environnementale de faire un projet de reforestation. Ce n'est pas toujours nécessaire de venir planter des arbres. D'étudier aussi la motivation des fermiers, on l'a dit, ils sont au cœur du projet, c'est les premiers bénéficiaires, c'est ceux qui permettent la réussite du projet. Inutile de faire un projet contre leur gré, donc c'est aussi vérifié au moment de l'étude de faisabilité. Et on vérifie aussi la capacité de terrain pour recevoir un projet d'agroforesterie et la performance carbone que l'on pourrait atteindre d'un tel projet. Donc une fois qu'on a fait toutes ces études de faisabilité, on en avait fait je pense 7 ou 8 à l'époque pour Nespresso, on est revenu vers Nespresso, on a priorisé les projets pour l'action et on est rentré du coup dans la conception de projet, le lancement de projet. Et concrètement, comment ça se passe? Chez Pure Projet, on travaille en vagues de plantation annuelles qui culminent chaque année au moment où vous voyez là en vert, livraison des plants. La livraison des plants, c'est le moment de la distribution des arbres et c'est le moment de la saison des pluies. Parce que forcément, quand on distribue des arbres, il faut qu'il pleuve, parce que les caféiculteurs avec lesquels on travaille, malheureusement, n'ont pas tous accès à l'irrigation, donc on distribue forcément ces arbres au moment où il pleut. Donc tout culmine à ce moment-là, et il y a des activités en amont, que vous voyez du coup sur la gauche, qui sont plutôt des activités de diagnostic et d'évaluation, et des activités en aval, qui sont plutôt des activités de suivi et de capitalisation de l'effort qu'on a fait sur le terrain, d'engagement des communautés. C'est important de savoir aussi que sur nos projets carbone et sur les projets qu'on opère avec Nespresso, c'est des projets qui sont suivis sur une durée de 30 ans. Pourquoi? Parce qu'un arbre, tout simplement, c'est un être vivant. Quand on le plante, il est tout petit comme ça. Et du coup, il faut le laisser grandir, il faut le laisser prendre du temps de libérer ses impacts sur la nature et sur les communautés agricoles. Et donc, du coup, il faut avoir le temps de suivre ces projets et de suivre la performance carbone. Donc ces activités de suivi, là vous en voyez quelques-unes, mais en réalité elles se poursuivent sur un certain nombre d'années. Du coup l'idée c'est que je vous déroule vraiment toutes les activités que l'on fait sur le terrain pour que vous rentriez vraiment dans notre métier chez Pure Projet. Donc je commence par les activités qui étaient plus à gauche de diagnostic. On l'a dit, je le redis encore, les communautés agricoles sont au cœur de nos projets. Donc avant toute chose, on vient les consulter, on vient discuter avec elles des enjeux climatiques qu'elles connaissent, des enjeux qu'elles ont sur leur filière de café, des envies qu'elles ont de projets, des espèces qu'elles connaissent. On vient discuter de tout ça avec elles. On vient leur parler du projet, on vient leur parler de Nespresso, on vient leur parler de Pure Projet, de nos métiers et de ce qu'on peut leur proposer. En parallèle de ça, on fait aussi des activités de formation. On vient leur parler du réchauffement climatique, de l'agroforesterie. Donc certains connaissent, certains ne connaissent pas. Clémence l'a dit, l'agroforesterie, traditionnellement, ça fait partie de la culture de café, parce que c'est une espèce forestière, mais beaucoup l'ont oublié, donc on vient rediscuter de tout ça. Là, vous avez un jeu qui s'appelle les bénéfices de l'arbre, où les fermiers viennent placer des bénéfices sur l'arbre pour comprendre à quoi sert de planter un arbre dans une culture de café. Donc c'est sur ces différents ateliers, c'est des ateliers communautaires où on invite tout le monde. C'est complètement volontaire. Ça ne s'impose à personne. Encore une fois, si ces fermiers, on leur impose le projet, ça ne sert à rien parce que les arbres vont du coup tout simplement mourir. Donc du coup, à ce moment-là, du coup, chacun vient volontairement et aussi on identifie une liste de fermiers motivés et volontaires pour planter avec nous cette année-là. Cette liste de fermiers, on va aller les visiter individuellement, chacun sur leur ferme. Donc c'est une rencontre entre un technicien agroforestier agronome qui est coordonné par Pure Projet, qui fait partie de la coopérative agricole, et le fermier, une rencontre de 3 à 4 heures où ils vont venir discuter de la ferme du fermier, de la parcelle qu'il aimerait reforester, des modèles qu'il aimerait planter, des espèces qu'il voudrait planter, des enjeux qu'il connaît sur sa ferme. Parfois, le fermier découvre des choses. Il va nous montrer une parcelle et le technicien va lui dire non, ici, c'est pas forcément pertinent. Par contre, la parcelle voisine, c'est plus intéressant. Donc, c'est un vrai échange entre le technicien et le fermier. Et pour le fermier, c'est très important parce que c'est le vrai moment où il se dit ça y est, là, j'y vais, j'ai compris comment ça marche.
Donc en parallèle, on a consulté les communautés, diagnostiqué, on sait ce qu'on doit faire, mais il faut bien sûr produire les plants en pépinière. Donc tout ça, c'est fait en même temps. En pépinière, les plants ils doivent rester 6 à 9 mois avant d'être distribués, parce qu'au début, ils sont presque pas là. On est en train de mettre les graines dans les pots. Mais donc, ils sont très petits quand ils sont en pépinière et ils ont besoin d'être suffisamment grands avant d'être plantés si on veut espérer qu'ils survivent. Et donc, du coup, il y a un vrai travail au niveau de ces pépinières. C'est toutes les espèces qu'on vient planter sur nos projets, c'est des espèces natives et locales. C'est des espèces que les fermiers connaissent, mais ont parfois perdues, tout simplement parce que vous le voyez aussi en France, dans le paysage agricole, on a tendance à tout simplifier pour que ça soit plus facile. Donc du coup, toutes les espèces natives qui étaient dans ces pays-là, les fermiers ont tendance à les perdre, à plus savoir à quoi elles servent, comment les planter. Donc on vient les accompagner dans ce travail de pépinière, mais aussi dans le projet de manière générale, à retrouver ces espèces natives, à revenir les planter sur leurs parcelles et retrouver les bénéfices qu'elles peuvent avoir pour leur activité agricole. Donc il y a un vrai travail de transfert de connaissances. On leur apprend à identifier ces espèces, à les faire germiner, à les faire pousser. On a beaucoup de pépinières du coup qui sont complètement communautaires, gérées. Ici, c'est une pépinière qui est gérée par une femme de caféiculteur et ses plants, elle les donnera ensuite à son mari pour qu'il les plante sur sa ferme lui-même. Du coup, ensuite, on arrive à cette fameuse saison des pluies et distribution des plants. Pour moi, c'est un des moments les plus joyeux sur nos projets parce que c'est un moment très communautaire. Les fermiers viennent à un point de distribution, les camions délivrent des énormes caisses remplies des arbres qui ont été produits en pépinière. Et tout le monde est content parce qu'il pleut, et il pleut tellement rarement dans ces pays-là aussi. Donc chaque fermier vient récupérer ses plants, les espèces qu'il a identifiées, le nombre d'espèces qu'il a diagnostiquées avec le technicien. Il récupère tout ça et il rentre lui-même sur sa ferme pour planter ses arbres. C'est vraiment le fermier qui est responsable de la plantation, personne d'autre que lui va le faire. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que l'engagement des communautés est très important parce que c'est eux les bénéficiaires et c'est eux les propriétaires de ces arbres, c'est eux qui vont profiter des bénéfices de ces arbres. Donc c'est normal aussi que c'est eux aussi qui se responsabilisent pour la plantation de ces arbres. Donc, quand on est arrivé ici à cette étape du coup de plantation, on rentre, si vous voulez, on pourrait s'arrêter là. On a planté les arbres, ils sont là, et on sait qu'ils sont là, on a collecté la donnée. Mais on va plus loin parce qu'un petit plant qui est planté, là, vous les voyez de la taille qu'ils ont, il faut vraiment en prendre soin. Il faut accompagner les communautés à savoir comment elles vont pousser sur les parcelles. Et avec le temps, il faut accompagner les communautés à leur dire comment tailler leurs arbres. C'est des espèces qu'ils ne connaissent pas, c'est des caféiculteurs, pas des forestiers, pas des horticulteurs. Ils ne connaissent pas ce que c'est les espèces qu'on plante. Donc c'est tout un travail de les accompagner dans ce développement de leur parcelle agroforestière, dans ce changement de mode de production. Donc chez Pure Projet, on a 2 étapes de suivi court terme qui sont plutôt des étapes de collecte de données qui sont essentielles dans le cadre d'un projet carbone. Parce qu'on consolide du coup une base de données intégrale qui nous sert pour les modèles carbone que l'on opère sur nos projets. Par contre, au-delà de ça, il y a des visites un peu plus qualitatives où on vient du coup observer l'impact que l'on a au niveau du paysage, on vient discuter avec les communautés de ce qu'elles ont ressenti dans le cadre du projet. Également, tous les 4 à 5 ans, on va faire des audits carbone. Donc tous nos projets sont certifiés suivant des standards internationaux. Et tous les 4 à 5 ans, on a des parties tiers, comme EcoCert par exemple, qui viennent auditer nos projets contre ces standards internationaux. Et à ce moment-là, on doit leur prouver que tout ce qu'on a mis en œuvre sur le terrain permet d'atteindre les bénéfices carbone que l'on espère et que Nespresso met en face de son empreinte carbone. Et donc, dans le cadre de ce travail-là, on fait un échantillonnage de nos parcelles et on fait aussi des analyses de stock de carbone. Donc, c'est-à-dire qu'on vient mesurer le diamètre des arbres, la hauteur de ces arbres, pour du coup vérifier qu'on est bien dans les clous et qu'on ne dit pas n'importe quoi quand on fait nos modèles de carbone. Donc, tout ça, c'est vérifié tous les 4 à 5 ans sur tous nos projets et pendant une durée de 30 ans, comme je le disais, parce que comme cet arbre grandit sur une durée de 30 ans, on fait ce suivi carbone sur une durée de 30 ans. Et enfin, dernière activité qui est aussi très importante, c'est bien de collecter de la donnée, mais il faut aussi engager vraiment ces communautés, les autonomiser dans ce modèle agroforestier. Notre volonté chez Pure Projet, c'est que plus tard, quand Nespresso ne sera plus là, quand Pure Projet ne sera plus là, ces communautés sont complètement outillées pour développer ces projets elles-mêmes, qu'elles aient compris ce que c'est que l'agroforesterie, qu'elles sachent elles-mêmes produire leurs plants. On parlait tout à l'heure des pépinières communautaires et de ce transfert de connaissances. Donc pour nous, ces étapes, c'est vraiment très important qu'elles se sentent
que ce ne soit pas un cadeau pour elles. Elles sont partie intégrante du projet. C'est vraiment, elles doivent comprendre que c'est un changement de mode de production et que plus tard, elles peuvent le faire aussi toutes seules. Donc on a énormément aussi beaucoup d'ateliers. Du coup, on vient rassembler les communautés entre elles, réfléchir à ce qu'elles ont envie de faire au niveau du territoire, réfléchir ce qu'elles feront de leurs arbres, est-ce qu'elles vont vouloir développer une filière bois, est-ce qu'elles vont vouloir vendre leurs fruits. Donc toutes ces choses-là, c'est discuter du coup avec les communautés pour leur permettre de s'engager et de se projeter à l'avenir. Alors du coup, je conclue là-dessus. Vous me direz pourquoi on plante des arbres dans le café. Tout simplement parce que l'agroforesterie, on pense que c'est vraiment une réelle solution pour répondre à tous les enjeux de la filière café que Clémence a décrit tout à l'heure. C'est une solution pour rendre les fermes plus résilientes, pour donner de l'espoir à ces fermiers qui parfois quittent malheureusement le métier de caféiculteur parce que c'est trop difficile. Donc c'est une réelle solution de résilience de la production de café. Et en plus de ça, travailler sur la reforestation, planter des arbres, c'est développer des puits de carbone naturels. Et développer ces puits de carbone naturels, c'est une solution qui est identifiée par le GIEC pour rester dans un scénario de 1,5 degré. Donc le café, c'est vraiment une culture tropicale qui subit de plein fouet le réchauffement climatique, qui a très fréquemment, quand vous allez sur le terrain, les caféiculteurs vous racontent les épisodes de sécheresse de plus en plus longs, les pluies torrentielles qui détruisent entièrement la floraison de leurs caféiers ou les cerises, les phénomènes d'érosion aussi. Le café, ça pousse en pente, donc l'érosion déjà c'est fréquent en montagne, et quand en plus il pleut et que les sols sont dégradés, la parcelle entière parfois peut se retrouver à tomber en bas de la pente, et c'est toute l'économie de la ferme qui est perdue à ce moment-là. Donc du coup, l'agroforesterie, c'est permettre de répondre à ces différents enjeux. C'est travailler sur la limite de l'érosion grâce aux racines des arbres, c'est une meilleure fertilité du sol, une meilleure rétention d'eau, un réel microclimat qui est créé au niveau de la parcelle pour protéger la culture de café, pour que la productivité du café soit plus stable et pour que la qualité du café soit préservée. Et c'est aussi un outil de diversification des revenus. On plante des espèces qui sont des espèces fruitières ou des espèces à bois, et les fermiers peuvent profiter de ces ressources une fois que l'arbre a grandi. Du coup, pour nous, ça crée une réelle valeur partagée, à la fois pour l'entreprise, parce qu'elle a renforcé sa filière, elle a un approvisionnement qui est sécurisé, avec des producteurs motivés et une qualité qui est préservée. Une valeur partagée pour les communautés, qui sont du coup plus adaptées au changement climatique, qui ont une diversification de leurs revenus. Une valeur partagée pour la planète, car on lutte contre le changement climatique. Donc finalement, l'agroforesterie et l'insetting, vous l'aurez compris, avec toute cette présentation, c'est une démarche qui est longue. Ça demande un engagement fort de l'entreprise qui se met dedans, parce que c'est un réel changement de la façon de produire, de la façon de s'approvisionner. C'est un changement de mode d'acheter. Et donc du coup, ça reste aujourd'hui une démarche qui est encore peu connue, qui reste différenciante et très innovante. Et c'est une démarche qui est particulièrement poussée par les nouveaux standards internationaux comme les SBT et le Net Zero, plus que l'offsetting, car pour l'entreprise, c'est un moyen de vraiment repenser sa façon de s'approvisionner et sa façon de produire. Donc pour nous, il y a 3 conditions pour réussir un programme d'insetting. La première, c'est cet engagement long de l'entreprise. On l'a dit, ça ne sert à rien de planter un arbre une année et ensuite de partir. Ça ne changera pas grand-chose au niveau du paysage. Le changement de mode de production, ça prend du temps. Un arbre, ça prend du temps à pousser. Donc il faut s'engager sur le long terme dans une démarche de ce type-là. C'est un travail, deuxième condition, qui se base sur les communautés. Inutile d'imposer un projet à ces communautés. C'est essentiel d'écouter leurs besoins, d'adapter les modèles, d'adapter les espèces et de petit à petit les accompagner dans ce changement de mode de production. Et enfin, dernière condition, mais qui est aussi en fait une première étape de l'insetting, c'est la traçabilité, la connaissance de ses fournisseurs, la connaissance de ses producteurs, la connaissance de ses enjeux. Donc quand on a connu Nespresso, on avait la chance d'avoir une entreprise qui avait déjà fait toute cette démarche-là depuis 10 ans, mais généralement aussi, c'est avec certaines des entreprises avec lesquelles on travaille, c'est un premier pilier d'une démarche d'insetting, de comprendre où sont les enjeux de sa filière et qui sont ses producteurs et qu'est-ce qu'ils ont besoin. Merci beaucoup. On a une quinzaine de minutes de questions-réponses. Du coup, on est ouvert à vos questions. Est-ce que vous intégrez la biodiversité dans le modèle de l'agroforesterie ? Alors oui, bien sûr. Du coup, la biodiversité, faut la comprendre à 2 niveaux différents. Enfin, il y a la biodiversité végétale déjà. Donc j'en ai parlé tout à l'heure. On plante vraiment des espèces natives. Donc il y a
un retour de la biodiversité végétale qui est parfois perdue. On plante des espèces parfois qui sont en voie d'extinction et on apprend aux fermiers à les faire repousser dans leur territoire. Donc il y a déjà cette action sur la biodiversité végétale. Et au-delà de ça, l'agroforesterie, c'est effectivement aussi une des pratiques qui permet de rajouter des habitats naturels pour les oiseaux, pour les insectes dans la parcelle. Et donc c'est un moyen de travailler sur une meilleure biodiversité au niveau de la parcelle. Au niveau pur projet, nous, du coup, on fait des études d'impact. En Colombie, entre autres, on a fait une étude d'impact sur le retour des oiseaux sur nos parcelles agroforestières. Donc, la Colombie, c'est un de nos plus vieux projets avec Nespresso. Donc, on a étudié des parcelles qui étaient en plein soleil versus des parcelles agroforestières pour regarder si, effectivement, il y avait plus ou moins d'oiseaux. Ça, c'est incontestable que c'est le cas. Ensuite, du coup, le suivi de ces indicateurs au niveau vraiment, on va dire, corporate, comme on pourrait le faire avec le carbone, c'est un peu plus compliqué. Ces outils-là sont encore récents. Il n'y a pas forcément beaucoup de démarches qui sont faciles à utiliser. C'est difficile à suivre. Après, je ne sais pas si Clémence, tu veux ajouter quelque chose sur le suivi biodiversité. Ça fait partie des choses qu'effectivement on veut suivre et reporter, mais là, les méthodos ne sont pas encore hyper au point. Donc c'est dans les perspectives qu'on a, parce que comme Kelly l'a dit, c'est des projets long terme. On n'est pas là pour partir demain. Donc ça fait effectivement partie de nos futures projections et on aimerait pouvoir reporter ce genre de choses. Alors, du coup, les caféiculteurs qui sont partenaires, ils sont dans le cadre de notre programme AAA. En fait, on a déjà des actions dans le cadre de ce programme. On a 95% de nos caféiculteurs qui sont sous cette certification de AAA. Et on a déjà ces actions. Après, les programmes où on va un peu plus loin avec Pur Projet, d'agroforesterie comme Kelly l'a présenté là. Pour le moment, on est dans 4 pays. On a commencé par moins. Et c'est effectivement ce qu'elle a dit au début, c'est-à-dire qu'on va aller voir quels sont les besoins réels des caféiculteurs sur le terrain, vu qu'on les connaît, en fait, vu qu'il y a les agronomes qui sont au quotidien presque avec eux. L'important pour nous, c'est d'écouter leurs besoins. Et il y a certains pays où, en fait, c'était pas nécessaire. L'Inde, ils travaillent déjà en agroforesterie. En fait, ils n'ont jamais perdu cette manière de cultiver le café-là dans les terroirs dans lesquels on s'approvisionne. Donc, il y a des pays, c'est pas nécessaire. Il y en a d'autres, c'était vraiment un besoin des populations et des écosystèmes. Donc, on travaille comme ça. Et donc, potentiellement, on va avoir d'autres pays dans lesquels on va mettre des programmes. Pour le moment, on en a 4. Donc, c'est en fonction des besoins terrain. Ça dépend des endroits. La plupart du temps, je le disais tout à l'heure, l'agroforesterie est quand même connue des caféiculteurs. C'est une pratique, c'est une espèce forestière, donc c'est connu qu'il faut mettre de l'ombrage. Donc on a dans certains pays quand même déjà une connaissance de l'ombrage. Il y a parfois des enjeux de réussir à diversifier cet ombrage. Parce qu'on le disait tout à l'heure, volonté de simplifier, d'aller plus vite, on choisit l'espèce qui pousse le mieux, qui fait le plus parasol et qui coûte pas cher. Donc dans ces cas-là, on a effectivement des caféiculteurs qui peuvent être résistants à découvrir des espèces qu'ils connaissent pas trop et ils sont un peu méfiants. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est que dans les kits de distribution des arbres, et au moment où, quand je disais le diagnostic de parcelle, le technicien réintroduit au fermier, il lui parle d'espèces qu'il ne connaît pas forcément, et du coup, le deal, entre guillemets, c'est tu prends l'espèce que tu connais, mais tu prends un peu des nouvelles pour voir un peu ce que ça fait. Et puis, donc il y a un peu de ça, dans le cadre de la diversification des espèces. En Éthiopie, on a pas mal une mentalité de j'ai peur de le faire si j'ai pas vu à quoi ça ressemble. Donc généralement, le but, c'est d'identifier aussi les fermiers qui sont les plus motivés sur les premières années. C'est un peu difficile, c'est pour ça qu'on commence généralement, la façon dont on développe nos projets, on va jamais planter 150 000 arbres annuellement du premier coup. On en plante 40 000, 50 000 la première année, et puis on monte doucement d'année en année, parce que les premières années, c'est plus difficile d'identifier les caféiculteurs. Donc une fois qu'ils ont vu que chez le voisin, ça a marché, ils sont intéressés. Donc on fait aussi parfois des systèmes de fermiers exemples qui viennent montrer leur parcelle, qui viennent montrer à leurs voisins comment ils ont fait pour qu'ils viennent visiter.
Et ensuite, après, il y a des filières, des projets des zones d'approvisionnement de Nespresso sur lesquelles on n'a pas encore travaillé, comme le Brésil, où là, il y aura un vrai enjeu, si on est amené à travailler là-bas, de parler la langue du caféiculteur. C'est pas des caféiculteurs du coup qui sont forcément dans le besoin d'avoir un soutien agroforestier. Parce qu'on va dire que les communautés de là où on travaille aujourd'hui, c'est des communautés qui sont vraiment très pauvres et qui ont un vrai besoin de soutien. Au Brésil, c'est pas forcément le cas, mais il y a un besoin de faire changer parfois le mode de production. Et donc là, c'est pareil, c'est commencer à introduire. On commence par mettre par exemple des haies, et puis ensuite on travaille au niveau du paysage, et petit à petit on essaye de voir avec eux justement comment mettre en œuvre ce genre de pratique. C'est toujours commencer petit, avec les plus motivés, ceux qui ont une envie d'innovation et qui pourront montrer l'exemple ensuite à leurs voisins. Justement, on fait tout pour que non. En tout cas, sur les anneaux, on s'approvisionne. Mais oui, c'est une ressource qui est à risque, on le sait. C'est pour ça qu'on mène ce type de projet, qu'on a ce programme-là, où on intègre de plus en plus de caféiculteurs. Donc oui, bien sûr, c'est une ressource, mais comme beaucoup, sur lesquelles il y a une tension. Mais quel type de contrat? On n'a pas de contrat d'exclusivité. Quand ils rentrent dans le programme, là encore une fois, c'est volontaire, hein, et nous, on va leur donner une prime à la qualité, et on va les accompagner pour améliorer la qualité de leur café, la productivité, etc. Et si, là aussi, c'est que si les critères Nespresso ne sont pas atteints sur une partie de leur production, cette production a quand même atteint une qualité supérieure par rapport à ce qu'ils faisaient avant, donc ça leur permet de le vendre aussi plus cher. Donc on n'a pas de contrat, ils sont vraiment indépendants, c'est des partenaires de long terme avec nous, et s'ils décident du jour au lendemain de ne plus travailler avec nous, ils le font. Mais en général, on paye le café plus cher, donc c'est aussi intéressant de travailler avec nous. Et on leur met à disposition les agronomes. Et là, dans ces pays-là, il y a aussi l'accompagnement de Pur Projet. Mais c'est juste aussi, il y a quelque chose qui me tient moi à cœur, c'est qu'il faut comprendre que c'est aussi... en fait, c'est ce que tu disais, c'est qu'on leur apporte de la connaissance. L'idée, c'est que si Nespresso n'est plus là, nous, on n'espère pas, mais s'ils décident de ne plus travailler avec Nespresso, la connaissance qu'ils ont acquis auprès des agronomes, etc., ils la gardent. Donc, ils vont quand même avoir ces pratiques durables qui vont perdurer sur leur ferme. Il y en avait une là, mais monsieur, vous aviez... Désolée, je fais dans l'ordre. Allez-y. Oui. En fait, sur l'analyse de cycle de vie que vous avez vue, du coup, effectivement, on a pris l'ensemble du cycle de vie de la capsule de café, donc de la tasse de café. Et on a, du coup, cette empreinte de la tasse de café. On l'a rapportée aux tasses qui étaient consommées en France. Et donc, on compense intégralement toutes les tasses qui sont consommées en France. Tout à fait. Oui, bien sûr, ça fait partie... alors, je ne l'ai pas détaillé parce qu'il y a le référentiel sur Internet, mais oui, mais en fait, c'est le référentiel aussi... on a travaillé avec Rainforest. Donc, c'est le référentiel Rainforest. On a ajouté nos critères, nous, de qualité, parce qu'on va chercher des cafés très particuliers, mais c'est aussi toutes les... Il y a des intrants qui sont interdits par Rainforest, donc de toute manière, c'est le référentiel Rainforest qui est appliqué aussi. Justement, on a choisi l'in-setting plutôt que le off-setting. Ça avait du sens pour nous parce que, alors on est peut-être passé vite sur l'ensemble des co-bénéfices, mais en fait, vraiment, il y a un effet sur la qualité du café, il y a un effet sur le rendement, il y a un effet sur la résilience des fermes. Et encore une fois, en fait, c'est business. C'est pour ça en fait que c'est vraiment intégré chez nous, parce que c'est cœur business, c'est notre stratégie d'approvisionnement. Si on ne fait pas ça, on n'aura plus de café de qualité à pouvoir torréfier, vu que c'est notre métier.
Mais il y a donc lean setting, parce que ça avait du sens pour nous, c'est intégré dans notre chaîne de valeur et qu'il y a des co-bénéfices pour les populations, pour les écosystèmes dans lesquels on se produit, dans lesquels le café est produit. Il y en a une juste derrière. Un arbre, ça ne pousse pas toujours comme on veut. Donc, Non. vous avez des déchets, enfin, quoi, ça ne marche pas tout le temps. Combien de fois vous repassez pour que ça marche? Alors, dans la façon dont on développe nos projets, il y a, on va dire, on prévoit un certain nombre de pertes. Effectivement, c'est assez compliqué parce que l'arbre passe par énormément d'étapes avant d'arriver à la ferme et d'être planté et encore de grandir. Donc, il y a déjà, dans la façon de développer, une considération qu'on va perdre certains arbres entre la pépinière jusqu'à la ferme. Ensuite, sur la ferme, c'est possible qu'on en perde aussi parce que malheureusement, l'année où on plante, énorme vague de sécheresse. Et du coup, forcément, nos petits plants, ils vont aussi subir ça de plein fouet. Et du coup, on a dans nos modèles de développement de projet, on a des provisions pour risque qui permettent de retourner voir le fermier, de diagnostiquer les raisons de sa perte des arbres, de s'assurer que ce n'est pas une perte d'arbres liée par un manque de motivation du fermier, mais plutôt par un phénomène environnemental qu'il n'a pas pu maîtriser. Et du coup, on l'accompagne dans la replantation pour compléter son modèle. Donc ça, c'est une vision plutôt court terme. Pour les petits arbres, on va dire, qui ont mal poussé au début. Et dans le plus long terme, de toute façon, tous les arbres qu'on plante sur une parcelle, ils ne vont pas tous rester à long terme. C'est normal, c'est naturel sur une parcelle que certains arbres deviennent gros et du coup rentrent en compétition avec le voisin. Mais globalement, en fait, la façon dont c'est analysé au niveau du calcul de l'empreinte carbone, ça considère cette dynamique naturelle au niveau de la parcelle. Et l'ajustement, de toute façon, que fait la nature toute seule sur la parcelle, c'est la meilleure façon de s'assurer qu'on a le meilleur équilibre sol, quantité d'arbres et quantité de café aussi. Je ne sais pas si ça répond à toute votre question. Quel est le modèle de financement des projets qui sont financés 100% par Nespresso? Je me dis que c'est aussi un investissement long terme dans les projets, et sachant que vous insistez sur le fait que vous n'avez pas de clause d'exclusivité avec eux. Du coup, je me dis qu'au niveau du business, il y a quand même un enjeu. Et deuxième question, quel est le modèle de financement de leur projet? Tu veux prendre sur le financement de Alors, pour être tout à fait transparente avec vous, effectivement, ça demande des ressources, pas que en temps et en engagement, ça demande des ressources financières. Et pour Nespresso France, pour vous proposer un café neutre en carbone, ça nous coûte 2 millions d'euros par an, environ. Et ce coût, du coup, de 2 millions, il couvre l'intégralité du développement de projet, effectivement. Il y a du coup des coûts d'opération de projet, pur projet, des coûts qu'on va transférer à la coopérative. Je n'ai peut-être pas insisté là-dessus, mais du coup, on a une équipe technique sur place qui est formée dans la coopérative, qui n'est pas du personnel pur projet, mais qui sont des techniciens agricoles qui font partie de la coopérative. Donc, en fait, on a des contrats aussi qu'on opère avec les coopératives sur place. Donc, il y a une partie du budget qui est pour ça, une partie du budget pour le matériel végétal. Et ensuite, il y a toutes ces histoires de provisions pour risque que je disais, qui sont certaines à court terme. On a aussi, dans la structure de coûts, des provisions pour opération du projet sur les 30 prochaines années, qui permet d'assurer des activités de long terme, ces activités d'engagement communautaire dont j'ai parlé, qui permet d'assurer le suivi des stocks de carbone. Donc tout ça, c'est financé à l'instant du 2 millions dont parlait Clémence. En parallèle de ça, on peut avoir parfois des projets qui sont multifinancés. Par exemple, en Éthiopie, on a un autre acteur qui est présent dans la même zone d'approvisionnement avec exactement les mêmes caféiculteurs. Donc, soit dans ces cas-là, Nespresso finance une partie, l'autre acteur financera autre chose. Donc, du coup, comme ça, on a des activités additionnelles. Et pareil, du coup, parce que pas forcément les mêmes intérêts. Entre autres, l'entreprise qui est impliquée en Éthiopie, c'est une entreprise qui a une vision pas forcément carbone, donc elle va venir financer des foyers améliorés pour les fermiers, des choses comme ça, donc c'est très complémentaire à l'approche de Nespresso. Donc on a aussi des choses de ce type-là, et pour le très long terme, on réfléchit aussi à impliquer des fonds publics. Pareil, en Éthiopie, aujourd'hui, on a gagné une proposition avec l'Agence française de développement pour travailler plus sur l'aspect études d'impact, accompagnement long terme, pour compléter encore les fonds de Nespresso et aller encore plus loin. Ça, c'est pour l'opération de projet. Et le financement de pur projet, on est entièrement du coup financé par nos partenaires privés. On n'a pas d'investissement en propre. On a du coup toute une série de contrats de partenariat avec des entreprises privées. Et depuis peu, du coup, quelques fonds publics aussi, c'est qui sont impliqués dans notre business plan. Et je sais pas à quelle heure, c'est 16h15, je crois. Ouais, bon.
Il y en avait 2. Vous êtes galant, du coup. Stéphanie. J'ai juste par curiosité, quelles sont les réflexions derrière la décision que vous ne signez pas le contrat d'exclusivité avec les femmes? Pourquoi on n'a pas de contrat d'exclusivité avec eux? Oui, c'est ça, c'est le marché du café, en fait. Le café qui marche comme ça. Le café, c'est comme ça. Ok, merci. Ah, il y en a. J'ai pas entendu. Il y a d'autres cafés de Nestlé que Nespresso qui font de l'agroforesterie. Alors, moi, je vais pouvoir vous parler que de Nespresso. Mais après, il y a d'autres acteurs du café qui ont des programmes, effectivement. Hein. Comme les projets sont très long terme, et que pour le coup, comme vous citez tout à l'heure, il y a du changement climatique, donc des risques de modifier le sourcing, notamment dans sa géographie. Dans ce cas-là, comment la pérennité des projets elle serait assurée? Concrètement, si vous arrêtez de sourcer dans une zone dans laquelle vous avez pour le moment financé un projet. Bah là, les projets qu'on finance, ils sont financés sur 30 ans, déjà. Dès le début. Ouais, dès le début. Donc si vous arrêtez de sourcer, le projet sera maintenu et vous aurez déjà financé. Ouais, en fait, du coup, on arrêterait de faire les vagues de plantation annuelles. Je parlais de vagues de plantation annuelles. Donc aujourd'hui, depuis 7 ans avec Nespresso, dans les premiers pays où on a opéré, ça fait 7 ans que chaque année, on a un objectif de plantation et qu'on revient planter. Donc ça accumule et en fait, ce délai de 30 ans, il se décale du coup d'année en année. Donc éventuellement, si oui, Nespresso change de zone d'approvisionnement, il y aura toujours ce financement de long terme. On étudiera un autre projet d'insetting ensemble. Et nous, Pur Projet, rien n'empêche qu'on du coup, on cherche un autre financeur pour ce projet-là, éventuellement un fonds public, pour continuer à planter et avoir des activités additionnelles. Mais c'est pas l'objectif. Et je crois qu'on doit partir là. C'est là l'intérêt de la diversification des plantations, aussi, c'est de rendre un peu indépendant. Ouais, exactement. Complètement. Merci énormément pour votre écoute et vos questions.